Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission C'est à 3, qui est une plateforme de débat contradictoire, une émission qui soulève des interrogations de tout genre, sans tabou, mais dans le respect et la courtoisie. Gabon, l'implication de la jeunesse dans le processus électoral en question, c'est le thème que nous allons évoquer ce soir en raison de l'actualité politique marquée par des élections présidentielles et législatives qui pointent à l'horizon. Le ministère gabonais de l'Intérieur a officiellement lancé la deuxième phase de la campagne pour la révision de la liste électorale qui devra permettre aux populations gabonaises de se faire enrôler. Objectif principal, accomplir lors de ces deux importants scrutins son devoir à citoyen. Dans tous les cas, le Gabon va vivre en 2016 une autre étape importante de sa vie politique, mais dans un contexte où l'économie gabonaise a été fragilisée par la chute du prix de l'or noir, une situation qui a eu d'importantes répercussions sur le quotidien des populations. La deuxième phase, l'opération d'enrôlement, aura-t-elle un écho favorable? On le sait, la jeunesse gabonaise constitue 60% de la population de ce pays. Peut-on alors espérer voir cette frange de la population s'inscrire massivement? Selon certains observateurs du climat politique actuel au Gabon, la jeunesse s'estime incomprise et pas assez responsabilisée. Toutefois, approchée uniquement lors des échéances électorales. La jeunesse va-t-elle prendre une part active à cette campagne? Sa voix est-elle indispensable dans ces élections? C'est autant de questions qui nécessitent des réponses. Justement, pour en parler, nous avons convié deux jeunes Gabonais. À ma gauche, monsieur Pierre-Emery Zuemeyer, vous êtes jeune leader et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et à ma droite, monsieur Deschanel Aïbé Ma Lebaï. Vous êtes ancien porte-parole de l'UJPDG Allemagne, c'est bien ça? Tout à fait, madame, tout à fait. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, madame. Nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous parlerons de l'intérêt de se faire enrôler. Nous nous interrogerons par la suite sur les enjeux de ces scrutins, surtout pour la jeunesse gabonaise. Et pour finir, nous tenterons de comprendre si dans ces scrutins, le positionnement de la jeunesse est déterminant. C'est donc ce soir un 7 à 3 spécial parce qu'il est placé sous le sceau de la pédagogie. Alors messieurs, sans plus attendre, peut-être comme ça, d'entrée de jeu, c'est quoi l'enrôlement et pourquoi doit-on se faire enrôler? Sentez-vous libre. Oui, madame, d'abord je vous remercie sincèrement de nous avoir offert ce plateau. Comme vous le savez, nous sommes en année électorale dans un pays, dans un état de droit. Qui dit année électorale dit l'adoption par les citoyens d'un certain nombre de comportements. Il y a des comportements qui interviennent un peu plus tard, donc l'acte de vote lui-même. Ensuite, il y a des comportements antérieurs à l'acte de vote, donc effectivement, dont fait partie aujourd'hui la révision des listes électorales qui a été initiée par le gouvernement et pilotée par le ministère de l'Intérieur. Donc, il est tout à fait important qu'aujourd'hui, sur ce plateau, que nous expliquions aux jeunes Gabonais, effectivement, qui sont aujourd'hui réticents, les tenants et les aboutissants de la problématique de la révision des listes électorales. Parce que par le passé, lors des échéances passées, il a été constaté effectivement que les jeunes s'intéressent à la politique, mais au processus électoral en tant que tel, quand il tend vers la fin, les jeunes deviennent moins séduits par celui-ci. Donc ce que nous voulons, c'est effectivement apporter des explications aux jeunes, leur fournir des éléments, des matériaux, afin qu'ils appréhendent effectivement ce processus électoral qui va être complété. Tout à fait. Explications, je dirais qu'en 2016, là, pour cette année, le Gabon va connaître deux échéances majeures, donc l'organisation de l'élection présidentielle et l'organisation des législatives. Et donc nous sommes appelés effectivement à voter, mais pour voter, il faut être inscrit sur une liste électorale, d'où l'étape de l'enrôlement, qui est une étape qui rentre dans le compte de l'étape préélectorale, qui consiste à préparer en réalité l'échéance électorale, les échéances électorales qui arrivent. C'est pourquoi aujourd'hui, les jeunes, la jeunesse, par ce thème, est invitée à participer à cette étape d'enrôlement afin véritablement que nous puissions arriver à l'échéance électorale et avoir les résultats de nos échéances électorales en toute confiance et en toute légalité. Mais on ne peut pas participer à ce processus d'enrôlement sans savoir quelles sont les conditions pour se faire enrôler. Peut-être nous édifier, quelles sont les conditions pour se faire enrôler? Déjà, les conditions pour se faire enrôler, il faut premièrement être de nationalité gabonaise, il faut avoir atteint 18 ans, l'âge révolu,
il faut jouir de ses droits civiques et politiques. Qu'est-ce que cela veut dire, jouir de ses droits civiques et politiques? Jouir de ses droits civiques et politiques, c'est-à-dire il faut être premièrement un jeune conscient, un citoyen conscient qui est effectivement conscient qu'il a non seulement des droits, mais aussi des devoirs. Et donc, voter, respecter le préalable de voter, s'inscrire sur la liste électorale fait partie de notre devoir. Et donc, notre devoir de voter, effectivement. Et donc, il faut jouir de ses droits civiques et politiques. Il faut être né dans une circonscription électorale ou y demeurer, ou encore être résident, ou avoir une activité connue dans une circonscription électorale. Ça, c'est lorsqu'on est sur le territoire national. Quelles sont les conditions, ceux qui sont à l'extérieur? Il faut aussi ajouter d'autres conditions techniques qui entrent en jeu. Là, justement, M. Emery a décliné les conditions, disons, légales qui permettent à un individu, en parlant des droits civils et politiques. Je vais ajouter qu'en fait, quand on parle de droits civils et politiques, il s'agit également de dire que n'importe qui n'a pas le droit de voter dans un état de droit. Effectivement, il faut remplir un certain nombre de critères. Il faut remplir le critère d'éligibilité. Donc, il faut être en phase avec le droit, donc la loi. Donc, si on a un passé voilà, justement, c'est ça. Je sais pas, de bandit ou d'assassin, je prends ces quelques exemples, on ne peut pas voter, c'est bien cela? Non. Tout à fait. Vous ne pouvez pas voter. Vous ne pouvez pas voter parce que vous êtes privé de certains droits civils et politiques. Donc, parlons des droits politiques. Il y a la liberté également de former des associations. Ça fait partie des droits politiques. Les droits civils, c'est le droit d'expression, la liberté d'expression, la liberté de mouvement. Tout ça, en fait, tout ce spectre forme ce qu'on appelle les droits civils. Mais à côté de ça, ce que j'ai dit tantôt, il y a les droits politiques. Que j'ai cité. Donc, si vous êtes privé, par exemple, un parti politique qui est privé de plateforme d'expression, évidemment, ce parti politique, les membres de ce parti politique, du point de vue du droit, ne sont pas autorisés à participer au débat public. Voilà, donc c'est justement... donc à procéder au processus d'enrôlement, de se faire enrôler et voter. C'est bien cela. Ces personnes sont privées si la loi, les prive, la loi leur interdit d'exercer ces droits-là, ne sont pas autorisés à s'enrôler. Je voulais apporter un rectificatif. Un prisonnier, quelqu'un qui a fait la prison, n'est pas un sous-citoyen. C'est un citoyen. Du moment où il n'est pas en prison, il a le droit, il a ce devoir effectivement de participer, de voter en fait. Et donc il n'est pas exclu. Voilà, il n'est pas exclu. Tout à l'heure, je crois, on a voulu dans les insinuations comme ça le dire. Donc, c'est cela. Et justement, mais qui sont concernés par ce vote? Tout à l'heure, vous nous avez peut-être présenté les conditions, parce qu'il faut vraiment éclairer les populations pour qu'on comprenne, ces populations comprennent les conditions et les personnes concernées. Est-ce que l'enrôlement est ouvert à tout le monde, ou bien c'est une catégorie de personnes qui a peut-être le droit d'aller se faire enrôler et une autre est mise à côté? Non, pas du tout. L'enrôlement est ouvert à tout citoyen gabonais, madame. Des deux sexes. De deux sexes. Donc, les conditions, mon collègue a décliné les conditions, mais il y a d'autres conditions un peu plus profondes. Donc, comment s'enrôler, effectivement? Vous devez vous présenter avec une... Deschanel, oui. Je terminerai d'abord au niveau des personnes éligibles pour rentrer dans le processus d'enrôlement. Justement, les spectateurs n'attendent que ça. Voilà, c'est toutes il y a beaucoup de confusion quand même. Ce sont les citoyens des deux sexes qui ont atteint l'âge de 18 ans, les citoyens des deux sexes qui ont atteint l'âge de 18 ans et qui aujourd'hui qui ne se sont jamais effectivement prononcés, ils peuvent effectivement se présenter à un guichet d'enrôlement effectivement pour se faire enrôler. Il y a aussi des personnes qui ne se sont pas fait enrôler durant la première phase d'enrôlement qui s'est déroulée en 2015. Ces personnes sont aujourd'hui invitées à s'enrôler parce que durant la première phase, vous êtes d'accord avec moi qu'un Gabonais, quelqu'un peut avoir des occupations ici et là. Et donc, il n'a pas pu effectivement remplir cette condition. Mais le ministère de l'Intérieur aujourd'hui donne la possibilité aux uns aux autres, aux différents Gabonais des deux sexes, effectivement, qui n'ont pas pu le faire,
de se faire enrôler à cette deuxième phase. Et puis, il y a aussi les Gabonais qui ont changé de domicile, par exemple, suite à une affectation ou une mutation, qui doivent effectivement se faire signaler dans la nouvelle circonscription électorale où elles demeurent. Donc, trois types de personnes qui sont invitées effectivement à respecter ce processus d'enrôlement. Également, je laisserai l'occasion à Deschanel de parler de tous les compatriotes qui sont à l'extérieur. Oui. Et oui, pour les... Tout à fait, tout à fait. Donc je disais tantôt... Vous qui avez été en Allemagne. Oui, tout à fait. Donc, et il faut aussi préciser, madame, qu'il y a une période pour cet enrôlement. Donc la deuxième phase a commencé le 18 de ce mois. Donc elle prendra fin le 13 mars. Ça, c'est la deuxième phase. Et il faut aussi rappeler que lors de la première phase consistait presque exclusivement à l'enrôlement des locaux, des Gabonais qui vivent ici dans le pays. Avec la deuxième phase, nous avons un enrôlement un peu plus ouvert, qui est ouvert vers l'étranger. Donc les compatriotes de la diaspora sont effectivement impliqués. Et quelles sont les conditions effectivement pour ceux-là qui sont à l'étranger? Quelles sont les conditions pour s'enrôler? Les points d'enrôlement, ce sont nos représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger. Donc nos Gabonais, nos compatriotes qui nous entendent aujourd'hui peuvent depuis hier se rendre dans les représentations diplomatiques dans leurs pays respectifs, leurs pays de résidence respectifs, pour pouvoir se faire enrôler. Donc les pièces à fournir pour cet enrôlement sont effectivement donc pour les Gabonais qui sont nés au Gabon et qui se sont inscrits ici, ça c'est très important, qui se sont inscrits ici, ils n'ont plus besoin effectivement de s'enrôler. Là, on ne parle plus d'enrôlement. Ils doivent tout simplement réviser leur liste électorale. Donc, se présenter avec une pièce d'état civil, un acte de naissance ou un passeport et procéder à l'enrôlement. Donc, Si, il est très important. Il y a beaucoup de... Ça, c'est la partie... Ça, c'est la partie étrangère. La partie étranger. Maintenant, je voulais aborder la partie de l'intérieur. Ah, d'accord. Voilà. Donc, en somme, c'est justement aussi pour ceux qui sont à l'extérieur, désormais, le processus est lancé dans cette deuxième opération. C'est bien cela. Alors, mais nous allons peut-être avancer parce que les téléspectateurs ont besoin de comprendre. Vous êtes là pour nous aider à comprendre ce processus, surtout pour la jeunesse gabonaise qui n'a souvent pas toutes les informations. Comment se faire enrôler finalement? Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. Si on n'a pas sa carte nationale d'identité, si on n'a pas de passeport, si on n'a pas de permis de conduire, comment on fait pour se faire enrôler concrètement? Oui, bon, concernant les citoyens gabonais d'origine, ils peuvent se présenter effectivement dans les centres d'enrôlement à base de leur carte nationale d'identité. Et si on ne l'a pas? On peut effectivement utiliser le passeport biométrique ou encore une photocopie légalisée de notre acte de naissance. Et pour les Gabonais qui ont acquis la nationalité, effectivement, il faut se prévaloir d'un décret effectivement d'attribution de cette nationalité. Voilà. Un décret, le décret, on l'appelle, en fait, le document s'appelle le certificat de nationalité. Et le décret, il est émis par l'autorité suprême de l'État, qui est le président de la République. Voilà. Parce que en termes de droit gabonais, les étrangers qui acquièrent la nationalité sont soumis à ce décret. Donc le président doit émettre ce décret pour leur attribuer la nationalité gabonaise. Alors, donc pour ces compatriotes qui ont acquis la nationalité gabonaise, s'ils veulent s'enrôler sur les listes électorales, ils doivent effectivement présenter ce document. Donc un décret d'attribution de nationalité gabonaise. Donc et on va essayer aussi de mieux comprendre. Alors il y a deux élections, la présidentielle et les législatives. Doit-on se faire enrôler deux fois alors que c'est deux échéances électorales? Comment ça se passe? Non. Il n'y aura pas d'enrôlement entre les deux élections. C'est-à-dire ceux qui vont s'enrôler maintenant, cet enrôlement est à valeur disons, ambivalente pour les deux élections. Si vous vous enrôlez maintenant pour la présidentielle, cela vaut pour les élections législatives. Mais le plus important, ce qu'on doit faire, ce que les téléspectateurs doivent retenir, c'est que effectivement la circonscription, l'enrôlement dans la circonscription est un critère très important. Il faut, comme Emery l'a rappelé, être
résidents d'une circonscription. C'est-à-dire, si vous résidez aujourd'hui à Kinguélé, par exemple, vous vous enrôlez pour les présidentielles à Kinguélé, il faut bien qu'effectivement, lors des élections législatives, il faut que vous votiez dans cette circonscription-là à laquelle vous êtes. Donc ça veut dire que si actuellement quelqu'un est à Libreville, donc la capitale gabonaise, et qu'il décide d'aller se faire enrôler à Port-Gentil, la capitale économique, il votera pour les législatives à Port-Gentil. C'est bien ce que vous voulez expliquer aux téléspectateurs? Non, c'est pas ça. Comment ça va se passer alors? Il peut, en fait, dans le cas d'une mutation ou d'un changement effectivement d'habitation fixe, il peut effectivement présenter une lettre aux autorités effectivement pour confirmer qu'il a changé de quartier ou de résidence. Ce qui fait qu'on tiendra compte du fait qu'il s'est déjà enrôlé tout simplement en changeant effectivement l'endroit où il pourra voter. Effectivement. Il faut aussi rappeler, madame, ça c'est très important parce que l'enrôlement, la situation, les techniciens du ministère de l'Intérieur l'appellent l'authentification locale. C'est ce qu'on appelle l'authentification locale. Il faut rappeler, vraiment c'est très important, que lorsque vous résidez, par le passé on a eu des problèmes, il y a eu des problèmes de doublons parce qu'il y a eu ce qu'on appelait la transhumance électorale, des électeurs qui sont en réalité inscrits à Libreville, qui vont par exemple voter en Doum, des électeurs qui sont inscrits en Doum, qui vont voter à Coco Beach. Donc il y a eu des difficultés administratives pour effectivement suivre un peu cette traçabilité-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Le ministère de l'Intérieur a mis en place des conditions drastiques qui font que effectivement chaque électeur doit voter dans son lieu de résidence, dans sa circonscription. C'est ce qu'on appelle l'authentification locale. Donc si vous êtes, par exemple, à Libreville, vous résidez à Libreville, vous avez des intérêts à Libreville, et vous allez voter à Port-Gentil, là, dans ce cas, vous devez nécessairement présenter un document, soit un document de mutation. Si vous travaillez, par exemple, vous pouvez être muté à Port-Gentil, vous présentez un document officiel de mutation, ou un document d'affectation à Port-Gentil. Ça peut aussi être une affectation provisoire, parce qu'il y a des affectations provisoires, effectivement. Mais vous êtes tenu à présenter effectivement ce document aux agents enrôleurs. Vous êtes tenu de présenter ce document. Vous vouliez rajouter quelque chose rapidement? Ou bien il a tout dit? Alors, messieurs, certains supports de communication du ministère de l'Intérieur, le ministère gabonais de l'Intérieur, pour nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde, font état de pratiquement 600 000 personnes déjà inscrites. Vous confirmez ces informations sur ce plateau ou c'est juste de la publicité? Bon, écoutez, madame, nous ne sommes pas des agents du ministère de l'Intérieur, mais effectivement, c'est des rumeurs qui sont en cours. Il y a des informations concordantes dans ce sens, qu'effectivement, jusqu'alors... 600 000 personnes sont déjà inscrites sur les listes électorales. Voilà, c'est des informations concordantes. Je dis bien des informations concordantes. Bon. Je ne peux pas, à l'heure actuelle, le confirmer. Moi, je dirais tout simplement qu'on ne peut pas porter le discrédit sur des chiffres, les testateurs, effectivement, sur des chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur ou encore l'organisme assermenté effectivement pour organiser cette campagne ou cette étape. Et il faut tout simplement se dire que ce sont des personnes responsables. Si elles donnent ce chiffre, elles ont participé également, elles ont été les initiateurs effectivement de la première étape. Elles sont les mieux placées aujourd'hui pour nous donner les chiffres et on s'en tient à ces chiffres-là. Non pas avoir une attitude pour démentir un chiffre. Voilà. Et donc, quand on sait que la population gabonaise est quand même pratiquement, maintenant actuellement, à près de 1,7 million et poussière, si on ne se trompe pas. Mais il faut quand même dire que 600 000 personnes, c'est déjà encourageant? Il faut quand même dire que le chiffre est faible pour 1,5 million environ, selon le dernier recensement. Il faut aussi dire que ce chiffre ne concerne que la première étape, parce qu'il y a deux étapes, comme je l'ai dit tantôt. Il y a une seconde étape, donc le chiffre sera nécessairement plus important que celui que nous avons. Le chiffre sera nécessairement plus important, mais le chiffre est faible. Excuse-moi, je vais terminer dans ce que je voulais dire. Le chiffre est faible parce que nous sommes aux environs de 1,5 million habitants. Donc aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a organisé cette deuxième étape afin de donner la possibilité à tous les Gabonais, effectivement, de se reconnaître dans le processus électoral et de se reconnaître dans les échéances électorales qui arrivent. Et donc, ce chiffre est faible. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là pour dire aux Gabonais, pour dire à la jeunesse en particulier, de effectivement s'enrôler, de se faire enrôler et de participer au processus électoral. Nous allons, messieurs, si vous le permettez, marquer cette pause pour entamer la deuxième partie de l'émission. Merci.
Nous sommes de retour pour la suite de votre émission C'est à 3 et dans cette partie, nous tenterons de comprendre les enjeux de ces scrutins, surtout pour la jeunesse gabonaise. Messieurs, d'entrée de jeu, comme ça je suis sûr que les téléspectateurs veulent savoir, quels sont véritablement les enjeux de ces élections au Gabon? Premièrement, je voudrais d'abord situer le contexte de ce thème. Il est question de parler ici de l'implication des jeunes dans le processus électoral. C'est quoi un processus électoral? Le processus électoral, c'est toutes les opérations qui contribuent au bon déroulement d'une élection. Et vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que pour parler effectivement d'une élection crédible au Gabon, il faut que les Gabonais en majorité se prononcent. Et aujourd'hui, avant effectivement de rentrer dans les enjeux, je voudrais réellement attirer l'attention sur un fait. Si on parle aujourd'hui d'implication des jeunes au processus électoral, c'est parce qu'on sent comme un désintéressement, on sent comme une baisse d'envie effectivement des jeunes manifestés par les jeunes. Une crise de confiance, une crise de confiance. Et c'est à ce niveau, et c'est à ce niveau où je voudrais d'abord qu'on comprenne pourquoi il y a eu un tant soit peu cette crise de confiance, comme vous venez de le dire. Voilà, l'une des premières raisons que je voulais évoquer, c'est la déception issue des échéances, les échéances électorales antérieures. On a très souvent vu des personnes venir se présenter et effectivement obtenir ce qu'ils veulent, donc des élus politiques dans des contextes, dans des périodes électorales, venir se présenter, avoir ce qu'ils veulent et repartir. Et du coup, le jeune, parce que je suis là pour parler des jeunes, le jeune qui, à un moment donné, assiste à cette triste réalité, se dit qu'il a servi tout simplement aux intérêts d'un groupuscule de personnes. Et du coup, il est comme refroidi pour s'engager la prochaine fois. Donc, cette déception de voir que ses attentes sont reléguées en second plan font aujourd'hui que le jeune puisse exprimer une certaine réticence, d'où le désengagement observé. L'une des deuxièmes causes aujourd'hui qui peut expliquer ce désengagement, c'est la violence politique actuelle. La violence politique de notre environnement national. Voyez-vous, aujourd'hui, l'environnement politique national ne donne pas envie aux jeunes de penser qu'on évolue dans un milieu sain. Tant les débats qui sont effectivement organisés sont des débats assez virulents. On parle véritablement de nationalité, on parle de tout ça. On touche à la sensibilité des êtres. Quand on parle de nationalité, par exemple, on touche à la dignité humaine. Ce qui fait en sorte aujourd'hui que le jeune se dise « moi, je ne suis pas effectivement concerné par ça, c'est un milieu malsain ». Et donc, d'où la responsabilité de nos aînés qui ont fait de la politique d'essayer effectivement de renvoyer des signaux assez positifs à ces jeunes-là. Une autre raison, ça peut être l'appréhension que ces jeunes ont de se dire que les carottes sont cuites en avance. C'est-à-dire qu'on se dit que notre vote ne va rien changer, notre vote ce ne n'est va pas la rien peine changer, d'aller voter. Voilà. Et donc, tous ces problèmes-là, toutes ces situations-là ont fait en sorte que les jeunes se refroidissent et ne puissent pas effectivement se lancer, ne puissent pas se sentir concernés par le processus électoral. Aujourd'hui, il faut quand même retenir un fait. Il est normal et il est clair qu'il existe des situations aujourd'hui qui font dire que les jeunes ne se sentent pas intéressés par le processus électoral. Mais il faut premièrement que les jeunes comprennent une chose. Voter est un devoir civique. Ça veut dire que quand on prend l'engagement, quand on prend la décision de s'inscrire dans une démarche préalable, dont l'enrôlement au processus électoral, parce que c'est effectivement une démarche préalable, l'enrôlement, quand on prend l'engagement de s'inscrire dans cette démarche, on respecte un engagement à l'égard de la nation. Il est très bien de dire j'ai des droits, réclamer aux autorités nos droits, mais il est aussi bien de reconnaître qu'à l'égard de la nation, nous avons des devoirs. Et les Gabonais aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, doit se dire, malgré tout ce qui existe, malgré toutes ces appréhensions qu'on a, malgré les brimades, le fait que effectivement, leur voix ne soit pas réellement entendue, il faut qu'on s'engage dans le processus électoral. Peut-être aussi, il faut participer au processus électoral. Vous avez le droit de réagir. Oui, tout à fait, madame. En fait,
quand on essaie de contempler le paysage politique gabonais, notamment auprès des jeunes, il ressort effectivement les mots qui ont été cités tout à l'heure. Donc la violence politique, le désintérêt des jeunes concernant le débat politique, l'appréhension qui consiste effectivement à croire que les choses sont faites, je ne peux rien faire, étant donné que ce candidat ou tel candidat est puissant. Forcément gagné. Voilà, exactement, c'est ça. Donc cette fatalité mène nécessairement à un désintérêt de la part de cette jeunesse gabonaise, qui pourtant, je le rappelle, est très politisée depuis un certain temps. Donc qu'est-ce qui se passe? Les enjeux de cette étape, la deuxième étape de l'enrôlement pour les jeunes, sont majeurs. C'est des enjeux majeurs, madame. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que cela représente, sincèrement, pour un pays, la jeunesse? Qu'est-ce que cela représente? La jeunesse représente le dynamisme. La jeunesse, c'est quoi? La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. La jeunesse, c'est quoi? C'est la relève. La jeunesse, c'est quoi? Pour dire les choses comme il le faut, la jeunesse, c'est un pays, c'est le pays même, en fait. Parce que la génération actuelle, elle va partir, et la relève, ce sera nous. Si nous ne nous impliquons pas dans le jeu politique, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de relève. Ou bien il y aura une relève, mais pas compétente. C'est ça le problème. Donc, il est important aujourd'hui que les jeunes comprennent effectivement que les mesures qui ont été prises actuellement sur l'enrôlement, la révision des listes électorales, que c'est des mesures qui vont au-delà des intérêts partisans des uns et des autres. Cela va de l'avenir de notre pays. C'est vraiment sur ce point, il faut que les choses soient élucidées. Cela va de l'avenir de notre pays. Et nous avons tendance à dire le vote, l'enrôlement, la révision des listes électorales est une question de devoir civique. Moi, je vais plus loin, madame. Moi, je veux dire c'est un devoir moral. C'est un devoir moral pour cette jeunesse. Pourquoi un devoir moral? Parce que quand vous décidez de ne pas voter, c'est une démission. C'est une démission. Et quelles sont les implications de cette démission? C'est effectivement... Pour une jeunesse qui représente plus de 60% de la population, qu'est-ce que cela représente? C'est une élection présidentielle, une élection, disons une élection politique qui est faussée, puisque 60% de la population serait à cet effet à l'écart. Du coup, la question de légitimité... Exactement, cela pose nécessairement la question de légitimité. Et nous avons vu, et permettez-moi cette digression par le passé, sous notre cieux en Occident, que les taux faibles de participation des jeunes aux processus électoraux ont effectivement été catastrophiques. Nous prenons l'exemple, par exemple, de la France en 1998, quand Le Pen arrive effectivement au deuxième tour. Il bat Lionel Jospin qui échoue au premier tour. L'une des causes, selon les instituts de sondage, c'est effectivement la faible participation de l'électorat jeune socialiste. Donc vous voyez quelle ramification ça peut avoir au niveau du Gabon, un pays de 1 700 000 habitants, si 60% de la population est jeune et que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. C'est grave. Donc voilà pourquoi je parle, au-delà de l'aspect civique que cela représente, ce devoir civique que les jeunes doivent remplir, c'est aussi un devoir moral parce qu'il en va de la survie de notre pays, il en va de la relève de notre pays. Donc c'est très important. Un devoir moral, vous venez de le dire, ça veut dire bien que le citoyen doit comprendre l'intérêt de jouer son rôle de citoyen, notamment celui de voter. Mais après, que doit-on dire à ces jeunes qui sont frappés par le chômage? Que doit-on dire à ces jeunes qui ont entendu des promesses, qui n'ont peut-être pas vu, et ça je voudrais prêter leurs mots, leurs promesses voir leurs promesses concrétisées et qu'aujourd'hui qu'on en vienne comme ça à demander à ces mêmes jeunes de retourner dans les urnes? Quel message donner à ces jeunes-là? Excusez-moi, mademoiselle Dina, quelqu'un pouvait dire que quand vous subissez une injustice, la meilleure manière de subir cette injustice, c'est de ne pas rendre une injustice. Et je crois que les Gabonais qui se disent frappés par le chômage, frappés par les situations difficiles de la vie, qui se disent aujourd'hui que c'est plus possible de s'engager dans ce processus électoral, c'est plus possible de répondre présent, commettrait une autre injustice en décidant effectivement d'accomplir un devoir citoyen. Est-ce que vous êtes en train de dire que même si vous souffrez, vous êtes dans le chômage, alors mettez tout ça de côté, allez-y voter, c'est ça? Non. Pas ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que vous êtes je suis en train de dire que la personne qui souffre
Et effectivement, vous comme moi, on a compassion de cette personne. Mais ce serait commettre une injustice, effectivement, pour cette personne de décider de se marginaliser. Car peu importe ce qui existe dans la société actuelle, n'oublions pas que nous sommes la force vive de la nation. Tous ceux qui gèrent aujourd'hui partiront. Demain, nous serons appelés à prendre les rênes, effectivement, de la direction de notre pays. Et nous devons être capables de le faire. Et si aujourd'hui, on nage dans ce sentiment, ce sentiment de détresse nationale, cet apitoiement généralisé. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas là où on arrangerait les choses pour l'avenir? Oui, madame, il y a dans la politique la loi des déterminismes. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que, quand vous avez dit tout à l'heure, vous avez posé la question à mon collègue, vous lui avez demandé de savoir si un jeune qui souffre ou qui n'a pas de travail, qui ne doit pas aller voter. Mais non, l'emploi, le chômage n'est pas une raison pour ne pas remplir son devoir de citoyen. Parce que c'est d'abord un devoir républicain. Vous êtes dans une république, le chômage est une étape de la vie. Donc si vous ne votez pas en attendant le travail, effectivement, là, vous ne jouez pas votre rôle dans la République. La République impose effectivement aux citoyens cette volonté. Il y a une volonté qui est imposée par la République, que vous le vouliez ou pas. Vous devez remplir votre devoir de citoyen. Le devoir des citoyens, effectivement, en période électorale, c'est d'aller voter. Le chômage, on ne peut pas prendre le chômage comme argument. Comme une fatalité. Pas peut-être comme une fatalité, mais on ne peut pas justifier. On ne peut pas justifier le renoncement au devoir civique par le chômage. Sinon, il y a plusieurs pays. Vous voyez, il y a des pays comme l'Afghanistan qui sont très pauvres. Mais quand il y a des élections, des populations prennent d'assaut les urnes pour voter, pour dire il faut que ça change. Mais c'est effectivement à travers le vote qu'il faut nécessairement, justement à travers le vote, qu'on peut changer une situation de chômage en situation d'emploi. Vous ne pouvez pas vous dire parce que je suis malheureux, je ne veux pas aller voter. Non. Ça, c'est une façon de penser anti-républicaine. Vous devez aller voter, quels que soient les problèmes que vous avez. C'est le devoir fondamental d'un citoyen. L'acte de vote, c'est le devoir fondamental d'un citoyen. Alors, et il faut également reconnaître qu'aujourd'hui, une échéance électorale donne la possibilité aux citoyens tous ensemble d'exercer une force pour donner un cap, une orientation effectivement à la nation. Et donc, voter, ce serait participer effectivement à ce que les choses changent, si on est persuadé qu'effectivement on n'évolue pas dans un environnement qui devrait évoluer comme il se doit. Et donc, pour rester sur ces jeunes dont je faisais allusion, parce que je le rappelle encore, ce sont des sujets comme ça qui permettent aux populations, notamment aux téléspectateurs, d'être mieux éclairés. Alors, on va rester sur ces jeunes qui s'estiment déçus, ces jeunes dont, je veux dire, le sentiment de crise, cette crise de confiance est installée. Quels peuvent être les moyens dont devraient justement utiliser les autorités pour ramener ces jeunes-là, selon vous? Comment procédez vous qui êtes jeunes? Aidez-nous à comprendre. Que doivent faire les autorités pour mettre fin à cette crise de confiance qui perdure? Justement, pour revenir à ce que vous avez dit je vais d'abord abonder sur le devoir, avant de revenir sur votre question, sur le devoir des jeunes. À mon sens, je suis issu au Gabon depuis bientôt un an, mais ce que je constate, c'est qu'il y a une polarisation de la jeunesse sur les problématiques politiques. La jeunesse est très politisée. Oui, très politisée. Quand je dis politisée, je ne fais pas appel au sens noble du terme, disons l'intérêt pour les choses de la République, pour les questions de la République, mais plutôt un intérêt très aigu sur ce que je dois devenir à travers la politique. Les gens se servent, les jeunes ont tendance à se servir de la politique comme moyen pour atteindre des fins. Et justement, c'est une mauvaise approche. C'est une mauvaise approche. Je dis aux jeunes aujourd'hui, les jeunes doivent se concentrer sur ce que la politique peut apporter au pays. D'abord, ce que la politique peut apporter au pays. S'il peut participer aux solutions proposées par les politiques pour effectivement sortir du pays de l'ornière ou de la situation dans laquelle le pays peut se trouver. Mais privilégier les intérêts individuels avant de privilégier les intérêts de la République, ça c'est un problème en fait. Voilà pourquoi je parlais de polarisation de la jeunesse sur
les questions politiciennes. Et ça, moi, c'est je voulais ajouter, il faut véritablement comprendre ces jeunes. Vous savez, Barack Obama disait que à une personne qui subit une injustice, il faut avoir le temps d'écouter cette personne. C'est-à-dire que même si elle ne revendique pas quelque chose, un objet concret, mais cette personne, en se sentant écoutée, effectivement, va savoir que ses préoccupations, ses doléances peuvent être prises en compte. Il faut effectivement dialoguer avec ces jeunes. Je salue l'initiative de l'UJPDG qui, bien que étant un mouvement... C'est l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Voilà, c'est-à-dire que, effectivement, bien qu'étant un mouvement qui appartient à un parti politique, essaie tant bien que mal, malgré la confrontation ici et là, de réunir la jeunesse pour établir un dialogue, un discours franc entre les jeunes. Il faut également que les autorités de tutelle, tels que les ministères, à l'exemple du ministère de l'Intérieur, et là je salue l'initiative du ministère de l'Intérieur qui fait vraiment un effort avec des campagnes de sensibilisation, des campagnes d'écoute, des campagnes où effectivement on donne la possibilité à ces jeunes-là de s'exprimer, ou encore des émissions comme celle-ci, où vous nous donnez effectivement la possibilité de réaliser qu'en fait nous sommes des acteurs effectivement de la vie politique nationale, bien qu'étant jeunes. Et je crois, je salue cette initiative, ce genre d'émission qui n'existait pas, bien que on va rentrer dans la logique de mon collègue qui disait qu'on est politisé. On n'est pas forcément politisé en participant à de telles émissions et en parlant de politique. Il faut écouter les jeunes. Il faut également que nos aînés dans la politique renvoient des signaux forts. Vous savez, Barack Obama, que j'aime beaucoup, disait encore qu'en politique, ce qui est plus difficile, c'est de savoir que vous évoluez à côté des personnes qui n'acceptent pas de perdre. La politique est un jeu, la démocratie est un principe qu'on a accepté. Il faut accepter à un moment d'envoyer aux jeunes des signaux positifs pour véritablement réaliser qu'en perdant, on n'a pas perdu une vie. En perdant, on a perdu certes une élection, on a perdu une échéance et que le meilleur reste à venir. Donc il faut discuter avec ces jeunes, il faut envoyer des signaux positifs que l'environnement politique est un environnement constructif. L'environnement politique, déjà la politique ou le fait de s'engager dans une élection ou dans un processus électoral est un processus normal de la vie démocratique dans un pays. Il faut réellement faire comprendre à ces jeunes effectivement que l'environnement politique, les élections, c'est tout autre chose que ce qu'on observe actuellement. Et il faut communiquer. Il faut communiquer. Comme maintenant, vous êtes en train de communiquer sur ce plateau. Et donc, je voudrais, vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y, allez-y. Dans ce que M. Emery vient de dire, effectivement, parlant de l'action de l'UJPDG, hein, comme vous le savez tantôt, je suis membre de l'UJPDG. Effectivement, cette formation fait beaucoup effectivement, pour la sensibilisation des jeunes. Justement, le programme actuel mené par l'UJPDG, c'est effectivement pour non seulement sensibiliser les jeunes, mais pour les responsabiliser. Qu'est-ce que ça veut dire, responsabiliser les jeunes? Leur dire, écoutez, arrêtez de compter sur la politique politicienne, arrêtez d'attendre des postes, arrêtez de faire la politique pour vous enrichir, faites la politique avec la conscience. C'est justement ce que l'UJPDG, disons, l'action qui est menée actuellement par l'UJPDG. Donc c'est une action qu'il faut saluer, je pense, parce qu'elle sort effectivement ces jeunes qui ont tendance à... Parce que c'est un discours franc qui est mené entre l'UJPDG et ces jeunes des quartiers défavorisés. C'est un discours franc au cours duquel on leur dit, écoutez, vous avez du potentiel, croyez en vous, ne comptez pas toujours sur la politique. Vous avez du potentiel. Essayez de développer des actions individuelles, des actions qui vous permettent de créer des entreprises, des actions qui vous permettent de vous rendre indépendant. Donc voilà en quelque sorte un paradigme dans lequel je me reconnais vraiment parce que c'est une action qui est menée en faveur des jeunes et une action qui est menée avec franchise et non hypocrisie ou bien fausse promesse. Et après, justement, nous nous retrouvons dans une situation où les jeunes ont des attentes et les politiques n'arrivent pas à les réaliser. Et justement, les jeunes ont des attentes que les politiques, quelquefois, n'arrivent pas à réaliser. Est-ce que vous croyez que pour ces deux échéances électorales qui pointent à l'horizon, les jeunes à qui vous vous adressez ce soir sur ce plateau décident finalement d'aller accomplir leur devoir citoyen
est-ce qu'ils ne vont pas retomber dans les mêmes choses? C'est-à-dire, les candidats viennent vers vous lorsqu'on parle d'échéance électorale, mais ils s'en vont très loin de vous lorsqu'ils sont en plein dans leur mandat. Mais justement, là, ça pose, justement, cette attitude pose à l'évidence le problème de la responsabilisation. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel est l'objectif de votre vote? Vous allez voter parce qu'un individu vous a proposé ou un politique vous a proposé un poste de travail, ou vous allez voter pour effectivement faire avancer le pays. C'est justement ce que je voulais dire en parlant de morale. C'est un devoir moral. Ce n'est pas un devoir intéressé, attaché à quelque chose. Voilà. Là, ça appelle effectivement à la responsabilité des jeunes, effectivement, quand ils vont voter. Vous allez voter pour quoi? Vous allez voter pour des postes, ou vous allez voter pour effectivement le développement du pays. Excusez-moi, je disais en sus de mon analyse qu'en fait, en votant, on respecte un engagement à l'endroit de sa patrie, à l'endroit de sa nation. Et que le jeune qui vote ne doit pas forcément s'attendre à quelque chose de particulier, d'abord venant d'autrui, mais de savoir qu'il a accompli un devoir citoyen et doit se sentir fier. Bon, maintenant, et puis ça peut poser la problématique après de ces politiciens qui présentent des programmes de société assez intéressants et qui après ont du mal à dérouler ces programmes de société. Mais je crois qu'il y a des raisons en tout. Celui qui n'arrive pas à dérouler un programme de société le fait parce que certainement il n'a pas maîtrisé tous les contours. Et ce n'est pas forcément la mauvaise foi. Je crois que d'autres paramètres rentrent. Il ne faut vraiment pas qu'on rentre dans ce jeu-là. Il faut juste que les jeunes, comme effectivement mon camarade Deschanel l'a dit, il faut justement que les jeunes réalisent que ce vote-là, on ne le fait pas parce qu'on veut plaire à quelqu'un, on ne le fait pas parce qu'on a des intérêts derrière, on le fait parce qu'on respecte un devoir civique, on respecte un engagement à l'endroit de notre nation. Si demain, on veut être capable de se présenter devant l'institution qu'est l'État gabonais pour lui dire on veut nos droits, on doit pouvoir lui dire on respecte nos devoirs. Alors nous allons donc marquer cette pause pour nous retrouver juste après pour la troisième partie de cette émission. Si vous nous rejoignez que maintenant, nous sommes dans la troisième partie de votre émission 7 à 3, vous l'aurez compris. Il est question justement de l'implication des jeunes dans le processus électoral. Nous sommes bien au Gabon. Alors messieurs, nous allons continuer dans ce sens. On entend souvent dire qu'être un jeune responsable, surtout dans le cadre politique, c'est aussi accomplir son devoir citoyen, notamment celui de voter. Mais je voudrais encore revenir sur un aspect assez particulier. Est-ce que si jamais on assistait si jamais on va dire que les jeunes n'allaient pas s'enrôler, est-ce qu'on pourrait mettre ça au compte aussi d'un manque de maturité politique ? Je pense que la maturité Est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse gabonaise a une certaine maturité politique? La jeunesse gabonaise est mature politiquement. Je l'ai dit tantôt, la jeunesse gabonaise est très politisée. Elle est imprégnée effectivement des problématiques. Mais vous parlez d'une politisation négative. Oui, mais est-ce que si elle est négative, ça démontre une maturité? Il y a aussi une connaissance du paysage politique qui est là, qui est donné, effectivement. Le problème qui se pose, c'est que si demain ces jeunes ne vont pas voter, qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant se poser la question... disons, les autorités ont-ils joué leur rôle, ou bien il y a eu une faillite de la part de cette jeunesse qui, effectivement, est toujours tentée de suivre, effectivement, des programmes, disons, qui poussent les jeunes, effectivement, à voter des politiques parce qu'ils ont des programmes qui... Je m'en vais vous poser une question qu'un téléspectateur me posait très rapidement, Monsieur Emery. Est-ce que aujourd'hui au Gabon, on soit capable de dire que les gens vont voter, notamment la jeunesse, pour le projet de société d'un citoyen, d'un candidat, ou pour d'autres raisons? Est-ce qu'on peut être capable de le dire sur ce plateau? Aujourd'hui, déjà, pour commencer, je voulais dire que je ne m'inscris pas dans une logique de pessimisme. Il faut dire effectivement que si les jeunes ne répondent pas présents à cette échéance, il faut continuer à éduquer. Le gouvernement, le ministère en charge de tout cela a une responsabilité qui est d'éduquer. Et je me rappelle, à l'école primaire, on faisait de l'éducation civique.
Je ne sais pas si on le fait encore aujourd'hui, si on apprend ça à l'école, mais il faut continuer à éduquer. C'est parce que votre enfant n'a pas effectivement répondu à une attente comme vous le souhaitiez, que vous allez effectivement conclure. Et vous posez une question tantôt, c'est de dire que... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être capable de dire que le citoyen, quand il va dans les urnes pour voter, il vote pour le projet des sociétés et non pour un intérêt qui puisait un travail ou je ne sais pas autre chose. Est-ce qu'on est à ce stade-là au Gabon? Je vais terminer, excuse-moi, je vais terminer. C'est assez précoce de le dire, mais aujourd'hui, nous avons des signes qu'effectivement, l'avenir augure des bonnes choses. Nous avons aujourd'hui des jeunes, premièrement, qui évoquent le sujet. Ça veut dire qu'on est conscient, nous l'avons évoqué ici, l'intérêt derrière le fait de procéder à un vote. Ça veut premièrement dire que nous sommes conscients et je crois qu'en toute chose, la première chose à faire, c'est de conscientiser. Nous sommes conscients que cette situation existe, il y a des signaux, il y a des mouvements jeunes qui se créent, il y a des associations qui se créent pour essayer de sensibiliser, pour essayer d'éduquer les jeunes, pour essayer de montrer aux jeunes en réalité l'intérêt profond d'un vote. L'intérêt profond d'un vote. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est très précoce de le dire qu'un jeune, effectivement, ne peut pas voter en toute, ne peut pas dire qu'il donne son vote ou sa voix en toute crédibilité sans forcément attendre quelque chose derrière. Mais il y a des signaux qui montrent, il y a des signaux qui laissent une certaine confiance, effectivement, de par la conscientisation déjà qu'on observe ici et là. Vous avez le droit de réagir. En parlant des jeunes qui vont voter, l'argument que vous avez mis, sans conscience, donc sans connaissance des programmes des candidats, moi je me dis, on ne peut pas généraliser cette problématique. Je pense que pourtant, dans ce pays, on a l'impression. Oui, c'est une impression, mais sincèrement, je pense que dans ce pays, il y a une bonne partie de la jeunesse qui vote par conviction. Peut-être. Notamment celle de l'UJPDG, c'est cela? Bon, pas forcément, même dans l'opposition, pas forcément la structure que vous représentez, oui, peut-être? Évidemment, ceux de l'UJPDG sont convaincus des problématiques qu'ils défendent. Bon, maintenant, dans l'opposition, ça je ne le sais pas, je ne peux pas m'inscrire là-dedans. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a dans ce pays, dans cette jeunesse gabonaise, des jeunes qui suivent des programmes électoraux par conviction. Et puis, voilà. Je voulais terminer avec une chose. S'il faut que le jeune vote par rapport à un programme de société, il faut que les acteurs politiques, les responsables politiques puissent établir des programmes de société. Aujourd'hui, au lieu de se contenter effectivement à établir un programme de société qui sera présenté aux jeunes, on rentre dans l'invective, on rentre dans la lutte. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec moi que c'est la conduite à tenir? Le temps qu'on perd à se battre, c'est le temps qu'on pouvait gagner en étant dans une... pour justement présenter son projet de société. Mais en réalité, peut-être c'est quelques questions, parce que nous sommes aussi en train de tirer vers la fin. La voix de la jeunesse est-elle véritablement indispensable pour ces échéances? Madame, c'est une question fondamentale. La jeunesse gabonaise, comme nous l'avons dit tantôt, c'est 60%. 60%, oui. Plus de 60% du corps électoral. Merci. En tout cas, ce sont des chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, plus de 60%. Donc, imaginez un seul instant, madame, imaginez un seul instant que le processus électoral se passe de cette jeunesse-là. Imaginez un seul instant que la jeunesse désiste dans son rôle, effectivement, de cheval de bataille, dans son rôle de fer de lance de la politique gabonaise. Parce que c'est ça aujourd'hui. Imaginez un seul instant, plus de 60% du corps électoral qui se désintéresse de la politique. Mais c'est grave. Effectivement, nous l'avons dit au préambule, la question de légitimité. Voilà, la légitimité, l'élection sera faussée. Effectivement. Et cela va aussi poser un problème démocratique. On va dire, si les jeunes ne se prononcent pas, il y a véritablement un problème. Donc justement, le poids démographique des jeunes dans le jeu politique gabonais est très important. Et j'attire aujourd'hui l'attention des politiques pour effectivement rappeler ce que le camarade Emery a dit, écouter cette jeunesse et permettre aux acteurs politiques qui sont là, de tous bords, que ce soit de l'UJPDG, surtout les jeunes, parce qu'il y a des leaders de jeunes aujourd'hui au Gabon, donc de permettre à ce jeune de disposer, effectivement de disposer des plateformes pour continuer effectivement à faire leur travail de conscientisation de cette jeunesse, parce que sincèrement, si la jeunesse gabonaise se désintéresse de la politique, si
cette masse, ce volume démographique de plus de 60% tourne le dos à la politique, la démocratie sera en danger dans notre pays. Donc la démocratie serait en danger dans le pays. Il l'a dit. Et c'est dit là, alors, mais on va encore le dire hein, une fois de plus, parce que les gens ont besoin de savoir, les gens ont besoin de comprendre. Quand on sait que nous sommes souvent en Afrique dans un contexte où on crie très souvent à la fraude électorale à la fin des élections, y a-t-il véritablement un intérêt à aller aux urnes en réalité? Il y a un intérêt à aller aux urnes et avant d'aller aux urnes, il y a un préalable, c'est-à-dire essayer d'organiser effectivement une gestion participative, c'est-à-dire réunir autour d'une table les membres de l'opposition, comme la société civile, effectivement s'accorder sur la mise en place d'un processus fiable qui pourra faire en sorte que personne ne puisse contester les résultats. Voici un préalable qui nous permettra d'éviter ce fait. Et sans oublier qu'en Afrique, en fait, on a toujours ce problème. Ça, quand même si aujourd'hui, on se dit que les élections seront fiables parce qu'on a la biométrie, parce qu'on a un processus électoral fiable, mais on est en Afrique, il y a des gens qui sont toujours mécontents, même si, effectivement, la norme, même si la règle, effectivement, disqualifier ces personnes-là en avance. Vos derniers mots, très rapidement, nous sommes arrivés au terme de cette émission, très rapidement. Oui, je voulais rapidement rebondir sur ce qu'il y a. Madame, la contestation électorale, effectivement, c'est une constante en Afrique. Donc s'il faut ne pas organiser les élections ou bien croire en la crédibilité d'une élection parce que les gens pensent que l'élection ne sera pas crédible, ça, c'est vraiment pas un débat qui mérite d'être tenu, parce qu'il y a toujours contestation lors des élections en Afrique. Au Gabon, il y avait le problème de la biométrie qui se posait, ce problème est terminé. La biométrie a été instaurée. Avant la biométrie, antérieurement, il y a eu un débat sur la légitimité des élections, sur la faisabilité des élections. La condition posée, c'était la biométrie. La biométrie a été faite, mais la condition est toujours là. Les opposants, l'opposition continue à revendiquer plus de transparence. Bon, ça, nous n'allons pas discuter là-dessus. Mais je dis toujours une chose, en Afrique, la contestation électorale est toujours de mise. Ça, c'est comme ça. Voilà, c'est la fin de ce 7-3 et que c'est sur le thème Gabon, l'implication de la jeunesse dans le processus électoral en question. Ce débat peut continuer dans vos maisons et sur notre page Facebook /7-3. Il y avait à ma gauche Monsieur Pierre-Émery Zuemeyer. Vous êtes jeune leader et analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très ravi. Et il y avait à ma droite Monsieur Deschanel Ayebe Malebaï, ancien porte-parole de l'UJPDJ Allemagne. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'était votre plateforme de débat 7-3 que vous pouvez suivre sur le site de votre chaîne panafricaine www.canal7.tv. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.